Bon, comme je disais, bonjour à tous. Il en manque quelques-uns, donc ils vont peut-être arriver un peu plus tard. Je me présente, Mathieu Wiedemann, je suis avocat, avocat associé du cabinet Loiv Avocat. J'interviens dans l'accompagnement des entreprises, de leur création à leur transmission. Et nous avons bien évidemment un département qui a trait à tout ce qui est les difficultés que peut rencontrer l'entreprise vis-à-vis de ses clients ou vis-à-vis de ses fournisseurs, dans un sens, je dirais, de créancier ou de débiteur. Alors, je vous propose déjà de définir peut-être ces deux termes que je viens d'utiliser, à savoir le créancier et le débiteur, même si peut-être vous le savez, mais je préfère vous donner ces définitions-là. Le créancier, ça veut dire que vous êtes dans une position où quelqu'un, une société, un co-contractant vous doit de l'argent. Débiteur, c'est lorsque vous en devez à quelqu'un. Donc nous avons envisagé avec Sabrina Payet, qui ne pourra pas être présent aujourd'hui pour raisons personnelles, d'envisager effectivement le problème de la trésorerie et de la solvabilité. Et de voir ces difficultés que l'on rencontre et que vous pouvez rencontrer dans vos entreprises, d'un aspect stratégique de la relation créancier-débiteur, selon que vous soyez d'un côté ou de l'autre de la barrière. À savoir donc les opportunités de recouvrement de cette créance, de cet argent qu'on vous doit, par des procédures amiables, qui sont dans un premier temps, ou des procédures contentieuses, mais aussi éventuellement des mesures conservatoires pour éviter que votre débiteur, là en l'occurrence, n'arrange son insolvabilité ou utilise cet argent qu'il vous doit à d'autres fins. Il y aura un deuxième volet qui sont les opportunités face aux premières difficultés financières. Donc c'est là où vous êtes dans une autre casquette, c'est la casquette du côté débiteur, c'est vous qui devez de l'argent. Et donc quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous dans ces difficultés-là, passagères ou un peu plus durables, et notamment dans les conséquences peut-être du Covid qui ont, je dirais, désagrégé peut-être des difficultés de trésorerie qui étaient déjà prenantes. Voilà le thème qui va être développé. Alors vous êtes 11, vous avez la possibilité de chatter, de m'interrompre à chaque instant, vous avez la possibilité de lever la main. Donc n'hésitez pas à le faire. Je ne vous cache pas que ce n'est pas forcément évident de faire un webinaire et de voir sa propre tête et de ne voir du coup aucun des protagonistes, même si je connais certains d'entre vous. Je vous propose de commencer sur le premier thème, qui sont les opportunités de recouvrement de la créance, à savoir les procédures amiables, contentieuses et les mesures conservatoires. Donc plusieurs étapes successives, à savoir amiables dans un premier temps, contentieuses dans un second temps, et la méthode de procédé qui permet sous certaines conditions de se prémunir contre un risque d'insolvabilité du débiteur, c'est-à-dire de la personne qui vous doit de l'argent. Si l'on se place sous le premier thème, à savoir les procédures amiables, qui sont désormais indispensables, puisque toutes les évolutions législatives préconisent de ne pas passer par une voie judiciaire, mais de passer par une voie amiable. Celles-ci, elles peuvent être prévues contractuellement. Donc il est important pour cela de connaître l'analyse, l'origine de votre créance. Certains contrats, en effet, peuvent prévoir des conditions préalables justement pour recouvrir ces créances. Peut être prévu dans votre contrat ce qu'on appelle des modalités de conciliation, c'est-à-dire qu'on va nommer une sorte d'arbitre qu'on appelle le conciliateur qui va essayer de trouver un accord dans l'exécution de votre contrat. Vous avez souscrit un contrat avec votre client, votre fournisseur, et prévu effectivement une compétence peut-être judiciaire, c'est-à-dire que vous êtes vous à Toulouse et vous avez un co-contractant qui est à Paris, peut-être prévu dans votre contrat, soit la compétence du tribunal de Paris, soit la compétence du tribunal de Toulouse. C'est un sujet, c'est un élément contractuel et donc de négociation dans vos contrats. Pourquoi? Parce que vous avez tout intérêt, peut-être vous, en étant sur place, notamment sur des sommes qui vont être peu importantes, de pouvoir aller défendre vos intérêts ou poursuivre la société sur la compétence du tribunal de commerce de Toulouse. Ça vous permet, de diminuer les frais de déplacement de vos conseils habituels, ça permet de mieux maîtriser, je dirais, la procédure localement, etc.
Donc, dans vos contrats, cette clause, effectivement, de territorialité du contentieux peut être importante. Et peut être également présent dans vos contrats, ce qu'on appelle donc cette conciliation que je vous évoquais, et aussi la possibilité de prévoir une clause de ce qu'on appelle de médiation, et donc on nommera un médiateur, dont le rôle sera d'entendre les parties, de confronter les différents points de vue des parties quant au conflit qui les oppose, en vue de trouver un accord. On n'est pas dans un volet judiciaire, on n'a pas saisi la juridiction, on est simplement dans un rapport où on prend la compétence d'un tiers qui est prévu contractuellement. Vous avez des contrats qui peuvent être taisants sur ces parties-là. Ou vous, à titre, je dirais individuel, vous avez prévu de vous rapprocher de vos co-contractants pour essayer de trouver un accord. Ça peut être fait par le biais d'un avocat. Vous allez avoir, dans un premier temps, vous allez envoyer ce qu'on appelle une relance amiable. Bien évidemment, rien ne vaut la lettre recommandée avec avis de réception, qui vous permet de prendre date et qui vous permet de mettre en demeure le co-contractant. Donc, il est important, c'est pour ça qu'il est important dans vos rapports contractuels, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais il est important que vous ayez ces notions-là, d'avoir la bonne adresse de votre co-contractant. C'est pas parce que vous l'écrivez au, je sais pas moi, place du Capitole, que son siège social est place du Capitole. C'est pour ça qu'il est important d'avoir, lorsque vous êtes dans un rapport contractuel, le cabis de la société, que ce cabis soit toujours à jour de votre part. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut à chaque fois, bien évidemment, aller le télécharger sur Infogreffe et payer entre guillemets 3,11 €, mais vous pouvez aller sur des sites comme société.com ou sur Infogreffe sans commander le cabis et vous aurez l'adresse exacte de votre co-contractant. Et parfois, elle est complètement différente. Donc, lorsque vous mettez en demeure votre co-contractant, il est important de le mettre en demeure au siège social. Je vous rappelle aussi que lorsque vous envoyez une mise en demeure, et que cette mise en demeure vous revient non réclamée, non ouverte, etc., en aucun cas, vous devez ouvrir ce courrier. Le document que vous avez envoyé, il doit rester cacheté. Vous le mettez dans votre dossier et il sera nécessaire pour le conseil lorsqu'il aura engagé une procédure moins amiable. Ce courrier doit respecter bien évidemment un certain formalisme, et notamment, ce que je vous disais, l'injonction de régler dans un délai donné. Je vous mets en demeure de régler sous huitaine, sous quinzaine. Ce sont des usages habituels que l'on met dans les différentes mises en demeure. Par ailleurs, doit être mentionné dans ce courrier une tentative de résolution amiable du litige. Le juge sera attentif à ce que vous ayez préalablement tenté d'autres voies de recouvrement qu'une méthode contentieuse. Et donc ce délai, comme je vous disais, pour le mettre en demeure, de régler sa dette, ou de se rapprocher de vous, ou de votre conseil habituel. Cette mise en demeure doit être précise quant au contenu, et éventuellement faire courir des intérêts. Il est important que cette mise en demeure, lorsque vous avez un rapport contractuel, lorsqu'il y a des démarches qui ont été entreprises entre vous et ce co-contractant, de commencer à mettre des éléments dessus, puisque ce document pourra servir de pièce dans une action contentieuse. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant qu'elle relate les circonstances de ce recouvrement, enfin de ce rapport contractuel, mais aussi de cette difficulté de recouvrement. Vous pouvez avoir le cas où le débiteur, du coup, va se rapprocher de vous, donc de votre qualité de créancier. Il va procéder soit un règlement intégral en une fois, soit proposer un règlement en plusieurs fois. Là, vous avez peut-être intérêt à se poser la question de savoir est-ce que je vais contractualiser, c'est-à-dire est-ce que je vais protocoler, ce qu'on appelle un protocole transactionnel, de ces modalités d'appurement de passifs. Donc, des discussions vont s'ouvrir entre vous et le débiteur, permettant de trouver un accord quant au montant de la créance, pas parce qu'il vous doit 10 000 € que vous allez vous entendre sur 10 000 €, peut-être vous entendrez sur moins, et de prévoir les modalités de règlement de cette dette, à savoir est-ce que c'est un paiement tous les mois, tous les trimestres, etc. C'est l'intérêt, je dirais, de coucher, de mettre par écrit les accords que vous allez avoir avec votre co-contractant.
Donc, il est préférable, comme je vous le disais, que ça respecte un certain formalisme, éventuellement sous la forme de ce que je vous disais d'un accord transactionnel, une transaction qui, pour être valable et efficace, doit respecter donc ce certain formalisme. Je vais prêcher pour ma paroisse, mais vous comprendrez que comme il doit respecter un certain formalisme, il est nécessaire, il est préférable plus exactement que vous le fassiez rédiger peut-être par un avocat, qui va intégrer les différentes clauses pour assurer de l'efficacité de l'accord. Et notamment, de prévoir, comme dans vos contrats d'emprunt, une déchéance du terme, c'est-à-dire qu'une échéance n'a pas été payée. Ça veut dire que tout l'accord tombe et que donc toutes les sommes sont à devoir. Ou si les deux parties sont commerçantes, ce qui est nécessairement le cas dans la plupart de vos accords, de prévoir une clause attributaire de compétences, ce que je vous disais tout à l'heure, territoriale en cas de litige. Voilà pour... Afin de lui donner force exécutoire à cette lettre recommandée, pardon, ça a coupé, il est possible de la soumettre à un juge, c'est-à-dire qu'on va la faire homologuer, ce qui permettra de lui donner une date certaine, une force un peu plus importante, et en cas de mauvaise exécution, de pouvoir agir plus rapidement en justice. Donc en cas de non-respect, elle pourrait, le cas échéant, faire l'objet d'une exécution forcée par un huissier plus rapidement. Exécution forcée, c'est-à-dire que l'huissier va aller directement chez votre débiteur, du fait de cet accord transactionnel, pour aller recouvrir les sommes. Est-ce que c'est clair pour ce premier volet amiable? Est-ce que vous avez des questions? Je vous propose peut-être de faire un premier stop si vous avez des questions sur ce volet-là. Je vous donne 30 secondes et sinon je passerai au deuxième point. N'hésitez pas. Je vois une main de Robert Bourdon. Bonjour Robert. Il faut juste que j'arrive. Comment je... Robert, est-ce que tu as une question? Alors attends, je vais cliquer dessus. Est-ce que c'est bon pour toi? Je t'avoue que j'ai jamais fait, Robert. Alors peut-être pose la question par écrit, s'il te plaît. Puisqu'a priori, je ne peux pas te donner la main. Tu peux poser ta question par écrit, Robert, s'il te plaît. Sinon, je vais passer. Peut-on faire l'équivalent de ce type de relance par mail? C'est un commencement de preuve par, ce qu'on appelle de preuve par écrit, c'est-à-dire que oui, dans un premier temps, si tu es dans des rapports contractuels, en fait, l'idée, c'est que on constitue un pré-dossier. Donc, effectivement, de montrer que dans un premier temps, tu as fait une relance par mail, ça prouve que tu as commencé à faire diligence. Après, si cette personne ne répond pas à la question par mail, je t'invite néanmoins à passer par une lettre recommandée. Et de toute façon, après, dans le déroulement de l'action en recouvrement, l'avocat, enfin, la personne qui t'assistera, refera elle aussi une lettre de mise en demeure, LRAR, justement pour montrer cette volonté d'en sortir par une proposition amiable et de montrer au juge que ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an que ça dure qu'on essaie de recouvrir les sommes. Et le juge sera beaucoup plus enclin à rendre une décision positive et à faire courir aussi des intérêts de retard, de prévoir aussi des modalités de remboursement, des frais que tu aurais pu dépenser sur ça. Je te donne un exemple, nous au cabinet, il ne faut pas croire, mais nous aussi, nous avons parfois des problèmes de recouvrement de sommes. On va procéder effectivement, dans un premier temps, par des relances par mail, en faire 1 ou 2, je crois, de mémoire,
et ensuite on va passer à la lettre simple, puis à la mise en demeure, etc. L'idée, c'est que vous êtes dans un rapport contractuel. Ça ne sert à rien de commencer à tirer tout de suite en envoyant l'huissier. C'est assez logique ce que je dis, mais c'est comment dirais-je, de maintenir un rapport contractuel, parce qu'avec cette personne, vous allez peut-être poursuivre le rapport contractuel. Et donc, dans un premier temps, effectivement, une relance par mail, ça pourrait être pris comme preuve, mais il faudra, à un moment ou un autre, s'assurer que la lettre a bien été envoyée par recommandé pour que ce soit bien la société qui a été poursuivie. Puisque le mail peut être envoyé à, je sais pas, à la responsable comptable, à la secrétaire, et donc c'est peut-être pas elle qui puisse engager la société. Est-ce que l'huissier peut effectuer les démarches préalables en notre place par LRR? Oui, il pourrait, ils le font de plus en plus, Florian. Après, c'est un coût, toujours pareil. Moi, je serais plutôt enclin, dans la mesure du possible, à faire ce que propose Robert, c'est-à-dire dans un premier temps, vous relancez par mail, mais toujours de garder en fait cette notion de temporalité, puisque toute procédure est assez longue. Donc vous faites par rapport à la prestation dans le meilleur des mondes, hein, c'est-à-dire que la prestation est faite, vous essayez de facturer le plus vite possible, et que cette facture soit envoyée le plus vite possible, et vous donnez un délai je dirais de 30 jours, qui est l'usage habituel, hein, pour le paiement de ces sommes, même si elles sont à paiement immédiat. Et ensuite, vous allez faire votre première relance par mail, éventuellement une deuxième un peu plus costaude. C'est pas forcément à vous de la faire d'ailleurs, ça peut être votre secrétaire, la personne du service de comptabilité, etc. Et ensuite passer par cette mise en demeure, ou éventuellement passer par l'huissier, ou passer par un facteur, c'est possible aussi. Moi je ne peux pas passer par un facteur, mais ça peut être possible aussi. Factor, c'est quoi? C'est un organisme qui va acheter entre guillemets vos créances et qui va s'occuper de son recouvrement. Ça veut dire donc qu'elle va, en vous doit 100, elle va vous racheter votre créance 60, 80, et elle va s'occuper, elle, du recouvrement de cette somme, et si elle récupère 100, elle récupère 100. D'autres questions sur cette partie amiable? Comment certifier le contenu envoyé? Florian, ben en fait, tu gardes la copie de ton courrier. Je me permets de tutoyer, on ne se connaît pas, mais comme on a CPME, on se tutoie tous. Donc en fait, lorsque tu envoies ton courrier, tu fais la copie, et éventuellement tu marques au crayon ou au stylo le numéro de ton recommandé, et ensuite quand tu vas avoir les volets qui vont revenir de ton courrier, ben, tu l'agraferas. Après, tu aurais pu envoyer une LRR avec une page blanche, ça arrive, mais ça, je n'en vois pas l'intérêt. Donc, on part du principe que dans un rapport contractuel, enfin le juge ou dans la procédure va toujours considérer qu'il est entre personnes de bonne aloi. Donc à partir du moment où tu as mis en demeure la personne par un courrier, le courrier que tu vas lui présenter, il va considérer que c'est le bon, à charge pour celui qui va contester le courrier de montrer qu'il en a reçu un autre. C'est en ça où il est important de signer ces courriers d'envoi et de réception, pour prouver justement que c'est bien ce contenu, c'est bien cette mise en demeure qui a été envoyée. Combien de temps après l'envoi du LRR peut-on engager la procédure d'huissier? Ça, c'est à toi de voir. En tout cas, ce qui est sûr, dans la mise en demeure, l'usage, c'est entre 8 et 15 jours. Donc après, effectivement, soit ben, tu pars, alors ce qu'on va dérouler tout à l'heure, ce qu'on appelle l'injonction de payer, avec la saisine du tribunal de commerce, soit des procédures en référé ou ce qu'on appelle des procédures au fond. On verra, c'est les 3 volets qu'on va voir après. Juste de dire le plus vite possible. La problématique du recouvrement de la créance, il est très simple. Une façon de parler, c'est-à-dire que plus votre créance va être ancienne, moins vous avez de chances de recouvrir les sommes. Soit parce que vous allez au bout d'un moment être dans la prescription, soit surtout vous avez un risque que la société que vous allez poursuivre devienne dans une disposition d'insolvabilité de plus en plus importante. Donc il est important d'agir au plus vite. Et à partir du moment de toute façon où ces sommes sont trop importantes et où le rapport contractuel, je dirais, est rompu avec cette personne, vous n'avez aucun intérêt à attendre en fait. La célérité est l'élément primordial pour recouvrir les sommes.
D'autres questions? Merci, avec plaisir Florian. Je vous propose de passer au deuxième volet, qui est la procédure contentieuse. Alors, toutes ces procédures ne nécessitent pas... Attendez, j'ai l'impression que j'ai oublié une réponse. Non, pardon. Donc, je disais, toutes ces... Est-ce qu'on ici peut faire la data? Parfait. Donc, toutes ne nécessitent pas l'intervention d'un avocat. Mais je vous permets de vous rappeler que la saisine, donc c'est le moment où on va saisir le juge, on appelle ça une saisine, revêt une certaine technicité qui rend largement préférable l'intervention d'un conseil. J'ouvre une petite parenthèse, mais chaque fois que vous allez saisir, utiliser les services d'un avocat, vous allez toujours avoir une lettre de mission. L'avocat, comme vous, comme chacun d'entre vous, la DGCCRF est passé par là. On a l'obligation de vous présenter le coût de nos interventions. Et donc, il est important que vous demandiez si vous ne l'avez pas, mais en tout cas, l'avocat qui travaillera pour vous travaillera en lettre de mission. Et donc, vous connaîtrez le montant de ces interventions. Donc, ça, c'est important pour comprendre l'intervention et pour s'engager justement pour qu'on puisse vous assister. Là, en l'occurrence, dans ces procédures contentieuses, il s'agit de saisir une juridiction. Une juridiction, c'est-à-dire un tribunal. Donc, technicité, pourquoi? Parce que vous pouvez vous tromper de juridiction. Parce qu'elle peut être civile ou elle peut être commerciale. Il peut y avoir une compétence territoriale, selon les contentieux. Là, on est dans un rapport contractuel, donc là, c'est beaucoup plus facile. On est normalement au tribunal de commerce, lieu d'exécution des prestations. Mais vous pouvez avoir, ce que je vous avais dit tout à l'heure, une compétence qui est prévue contractuellement. Ce contrat, vous l'avez signé, mais vous ne l'avez pas lu. Ce qui arrive souvent, hein, on regarde souvent l'entête pour savoir si la personne est bien, comment dirais-je, renseignée. On va regarder le montant des prestations, mais on ne va pas forcément regarder les clauses relatives au contentieux, qui seront souvent à la fin du contrat. C'est là que vous allez vous apercevoir qu'en fait, il y a une compétence territoriale. Si c'est vous qui engagez la procédure, ces points-là, vous risquez de ne pas les voir et donc vous tromper de tribunal. Donc c'est là où je vous parle de technicité. Il existe aussi plusieurs juridictions civiles compétentes. Donc la compétence va différer selon le montant de l'encréance. Donc il s'agit de bien saisir la juridiction. Le créancier en demande, c'est-à-dire vous, par exemple, vous allez devoir justifier devant la juridiction des démarches entreprises pour parvenir au reconformeur amiable, c'est le volet que nous avons vu tout à l'heure. Pièces, donc ça va être quoi? Un devis signé, un bon de commande, un bon de livraison, des factures, les lettres de relance amiable, les fameux mails dont parlait Robert tout à l'heure, et cette fameuse mise en demeure. Donc plusieurs types de procédures différentes selon la créance, et grâce aux pièces qui ont été établies ou non. Donc il va exister des procédures, ce qu'on appelle les procédures contradictoires, c'est-à-dire que vous avez une personne qui va vous répondre, c'est-à-dire que vous allez dire blanc, lui il va dire noir, et le juge il va dire peut-être gris. Voilà. C'est là où ce qu'on appelle le contradictoire. Contradictoire, comment ça fonctionne? Alors, je ne connais pas le niveau des uns et des autres, donc c'est important, je vous fais un petit cours vite fait, mais le contradictoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez en juridiction, vous allez donner l'ensemble de vos pièces pour que la personne en face puisse le défendre au titre des pièces qu'il a reçues. J'avais un contentieux une fois, il y a quelques années, puisque c'est plutôt Sabrina Payet qui fait ce contentieux maintenant, contentieux civil, où j'avais la personne qui était venue avec ses pièces, qui avait écrit ses conclusions sur un papier manuscrit, pour le remettre au juge. J'ai demandé en fait au juge de pouvoir avoir accès à ces pièces, pour pouvoir y répondre et pour que le juge puisse juger en fonction des arguments des uns et des autres. Et la personne en face me dit, mais non, je ne vais pas vous donner mes pièces parce que sinon vous allez tout savoir. Donc voilà. Le contradictoire, c'est chacune des parties donne les éléments pour justifier pourquoi il a contractualisé, pourquoi il n'a pas contractualisé, pourquoi il a payé, pourquoi il n'a pas payé. Donc ces éléments-là sont importants et vous allez avoir des procédures où il va y avoir ce contradictoire et des procédures où il n'y aura pas ce contradictoire, selon que le débiteur
et ou non informé de l'assignation de l'action en justice qui est mise en œuvre, pour pouvoir donc manifester ou pas son point de vue. Alors, je vous ai dit qu'il y avait des procédures non contradictoires. C'est quoi? Ce sont ce qu'on appelle les injonctions de payer. Alors, ces injonctions de payer, on les utilise pour des créances peu élevées. C'est-à-dire qu'on va saisir, c'est-à-dire qu'on va déposer un dossier sur requête, c'est-à-dire donc c'est pas une assignation comme vous avez pu le voir, c'est un document particulier qu'on va envoyer, on va saisir par cette requête le président de la juridiction compétente, le président du tribunal de grande instance ou tribunal de commerce, tribunal judiciaire, puisque le tribunal de grande instance a disparu, donc maintenant c'est le tribunal judiciaire. Donc on va les saisir avec les justificatifs de la créance. Après étude, le président, s'il estime que la demande est fondée, peut, sans débat, c'est-à-dire sans contradictoire, puisqu'il a été saisi par requête, et donc sans audience, c'est-à-dire qu'il ne voit pas votre avocat ou vous, il ne va juger que sur les documents reçus, et sans convoquer les parties, il va rendre une ordonnance d'injonction de payer. D'accord? Donc c'est-à-dire que j'ai une créance qui est peu élevée, je fais une requête auprès du président du tribunal. Celui-ci, avec les pièces, va considérer que cet argent, que ces sommes sont mis à devoir. Donc vous avez quoi? Vous avez un contrat, un bon de commande, un bon de livraison, une facture, une relance. Vous envoyez ces éléments au président, vous déposez ce qu'on appelle une injonction de payer. Sur les faits, il va rendre une ordonnance. Et il va considérer, et le créancier donc c'est-à-dire vous allez signifier au débiteur, donc la personne qui vous doit, par l'huissier. Donc, quand on parle de signification, il y a toujours l'intervention de l'huissier. Et l'huissier va donc envoyer, déposer, et donc signifier, c'est le terme juridique, chez le débiteur cette ordonnance, c'est-à-dire l'ordonnance dans laquelle le président du tribunal condamne le débiteur à payer telle somme, c'est-à-dire la somme qui est prévue sur votre facture. À compter de cette signification, c'est-à-dire à partir du moment où il a été touché par l'huissier, pas touché dans la notion physique, est touché par cette signification, donc pas l'ordonnance, c'est-à-dire à partir du moment où il en a connaissance, le débiteur, la personne qui donne l'argent, a 30 jours pour faire opposition. 30 jours pour dire je ne suis pas tenu parce qu'il y a des éléments qui n'étaient pas bons. À savoir peut-être qu'il y avait une partie de la prestation qui n'avait pas été faite, ou qui n'était pas arrivée à son terme. Et donc il va pouvoir, ce qu'on appelle, contester l'ordonnance. Et là, comme il va contester l'ordonnance, l'affaire va être appelée devant la juridiction. Et là, un débat contradictoire va s'instaurer entre les parties, qui va durer plusieurs mois. C'est pour ça que l'injonction de payer, il faut être sûr qu'elle va être, comment dirais-je, que c'est un boulevard, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune contestation de la part de votre débiteur. Parce qu'après, sinon, on a perdu ces fameux 30 jours, alors qu'on aurait pu saisir la juridiction tout de suite. Donc l'affaire va être appelée devant le tribunal, le contradictoire va s'instaurer, qui va durer plusieurs mois, et à l'issue, un jugement va être rendu, qui va confirmer l'ordonnance qui avait été rendue par le tribunal, par le président du tribunal, ou qui va rendre un jugement qui va soit donner raison à votre débiteur, soit qui va venir minorer peut-être le montant de votre prestation, de votre facture, puisque la prestation n'était pas exécutée en totalité, parce qu'elle n'est pas conforme au contrat, enfin, pour différentes choses. Mais les parties, là, auront été dans une discussion, dans ce fameux contradictoire, où l'ensemble des arguments d'un côté et de l'autre auront été évoqués. À défaut d'opposition, donc, dans les 30 jours, l'ordonnance d'injonction de payer, là, elle devient définitive, et elle doit être exécutée par le débiteur. C'est-à-dire que vous avez saisi, vous avez fait cette injonction de payer, le président rend une ordonnance, 30 jours se passent, aucune contestation du débiteur, le débiteur doit vous donner cet argent. S'il ne le règle pas spontanément, le créancier peut alors saisir un huissier pour qu'il soit procédé à l'exécution forcée. Exécution forcée, c'est-à-dire saisie de compte bancaire, saisie de biens immobiliers, saisie de parts sociales, de valeurs mobilières, et tout ce qui est possible. Plus on va vite,
bien évidemment, plus vous êtes sûr que les sommes se trouvent quelque part. Plus vous allez tarder, plus vous avez le risque sur les comptes bancaires, il n'y ait plus d'argent. Voilà pour la partie, je dirais, de l'injonction de payer. Vous avez la possibilité aussi de faire, si vous pensez qu'il peut y avoir discussion, ce qu'on appelle une procédure en référé. Alors avant de traiter la procédure en référé, pourquoi? Parce que on l'oppose à la procédure au fond. C'est-à-dire que là, il y a un débat très important, et donc on va assigner votre débiteur, et on est sur un process beaucoup plus long. Je vois qu'il y a une question. Il n'y a plus de son. C'est bon, vous, Robert, vous entendez? Allô? Est-ce que c'est bon pour le son? A priori, ça a l'air bon. Si c'est pas bon, vous me dites. Procédure au fond, donc c'est une procédure très longue. C'est l'assignation typique. On saisit la juridiction, échange entre les avocats qui dure un petit peu. Donc ça, je vais le traiter après. Et donc il y a cette partie qui est ce qu'on appelle la procédure en référé, qui est les plus rapides. C'est une saisine toujours. Saisine, donc c'est-à-dire que je vais engager une action par assignation. Donc c'est ce document qu'on va rédiger et on va assigner la personne, votre débiteur, c'est-à-dire qu'on va lui demander de payer certaines sommes. Elle est rédigée par l'avocat, mais elle est délivrée par l'huissier de la juridiction compétente. Plus de son maintenant. À nous. C'est revenu. Bon, très bien. Parfait, merci. Donc j'en étais où? Oui, saisine par assignation. C'est une procédure. L'intérêt, c'est que c'est une procédure extrêmement rapide, qui suppose que la créance ne prête pas, un peu comme l'injonction de payer, ne prête pas à contestation et est justifiée grâce aux pièces. C'est le cas de l'injonction de payer. Les parties, elles sont convoquées à l'audience. C'est pas parce que les parties sont convoquées à l'audience qu'elles vont venir. C'est-à-dire que vous pouvez assigner votre débiteur, peut-être qu'il ne viendra jamais à l'audience, ça arrive ça. Et pour autant, le tribunal rendra une décision. Pas toujours sur la première audience, puisqu'en règle générale, lorsque vous êtes assigné pour la première fois en référé, c'est notamment ce qu'on appelle, par exemple, sur un conflit avec votre bailleur, par exemple, vous allez être assigné devant la juridiction en référé. La première convocation, si vous n'êtes pas présent, en règle générale, le tribunal va renvoyer à la semaine ou la quinzaine suivante. Mais si la personne ne se présente pas, au bout d'un moment, le tribunal prendra une décision, même s'il manque une partie. La présence de l'avocat n'est pas obligatoire. En revanche, au-delà de 10 000 €, cette représentation est obligatoire par avocat. Cette procédure, donc vous pouvez la faire sans avocat. En revanche, j'attire votre attention sur le fait que vous êtes censé avoir un échange de conclusions entre la partie adverse et vous-même. C'est-à-dire que si vous demandez le paiement de certaines sommes, vous allez donc devoir rédiger une sorte d'assignation, enfin une assignation, qui sera assez proche de ce que font les avocats, avec l'ensemble des pièces, et en face, on va vous répondre. En règle générale, lorsqu'il y a une assignation, vous avez une partie qui va avoir un avocat. Donc vous avez peut-être intérêt, vous, si vous n'en avez pas, à avoir vous aussi votre avocat, qui va lui permettre de répondre plus facilement à votre adversaire, et surtout à faire tout ce qu'on appelle la partie off, c'est-à-dire que l'avocat puisse échanger avec votre avocat sous le secret. Lorsque vous échangez avec votre débiteur ou votre créancier, vous n'êtes pas soumis au secret professionnel. Donc tous les éléments que vous allez divulguer pourront être utilisés. L'avantage, lorsque vous avez un avocat en face à notre avocat, ils peuvent transiger, ils peuvent s'appeler ou discuter d'une sortie transactionnelle, mais qui en aucun cas ne pourra être versé au débat, puisqu'on est toujours dans cette notion de débat contradictoire. Si ce n'est pas clair, vous me dites, vous levez la main. Donc, même si on est en deçà de 10 000 €, peut-être la présence d'un avocat peut être intéressante, puisqu'elle suppose, comme je vous le disais, l'échange de conclusions et de pièces, selon un certain formalisme, qui rend préférable donc notre intervention jusqu'au jour de l'audience de plaidoirie.
Une ordonnance est ensuite rendue. Donc là, on n'est pas sur un jugement, on est sur une ordonnance. Exécutoire par provision, c'est-à-dire que vous êtes censé, enfin, le débiteur est censé payer, même en cas d'appel. Attention, ça, il faut que vous l'ayez bien à l'esprit. Lorsque l'on fait appel, il y a plusieurs années, avant, on pouvait faire appel sans verser l'argent, sans verser la dette que l'on doit. Aujourd'hui, pour faire appel, il faut avoir versé la provision. Donc, si vous avez perdu sur la première fois et que vous devez verser 100 000 euros et que vous considérez que vous devez faire appel, parce que ça a été mal jugé, le problème, c'est qu'il faudra verser cet argent. Donc ça, c'est la difficulté. L'avantage de cette procédure en référé, c'est que c'est une procédure rapide, utilisée en cas d'urgence. Elle permet d'obtenir une décision rapidement, 1 à 2 mois. C'est l'intérêt notamment sur les baux commerciaux. Puisque je vous rappelle que sur un bail commercial, vous avez une difficulté, il faut aller très vite, puisque les sommes peuvent être très, très rapidement importantes. Et surtout, lorsque vous êtes poursuivi, vous pouvez perdre ce qu'on appelle la propriété commerciale, c'est-à-dire la possibilité de renouveler le bail commercial, enfin, toutes ces choses-là. Donc la procédure de référé peut avoir un intérêt à ce niveau. Voilà pour la procédure en référé. Des questions sur cette première procédure, ou vous voulez que je déroule peut-être la procédure au fond et vous m'interrogez après? Je vous donne 30 secondes. S'il y a des questions sur la procédure en référé. Bon, j'ai pas de questions, donc je vais dérouler la procédure au fond. Saisine. Tout ce qui peut là être mentionné, les parts sociales. Peux-tu préciser rapidement comment ça se passe, cette saisie de parts sociales? En fait, on peut mettre à partir du moment où une société, enfin quelqu'un est débiteur, on pourrait prévoir toute saisie de ses actifs. Des sommes en son et trébuchant, c'est un actif. Des parts sociales, c'est un actif. Alors c'est une procédure un peu plus compliquée parce que c'est des mesures conservatoires. Donc on ne va pas pouvoir avoir des parts sociales tout de suite. Il sera plus facile pour l'huissier d'aller appréhender les différentes sommes, faire ce qu'on appelle soit des saisies conservatoires, soit des saisies attributions. Je le déroulerai après avec ça. Ça veut dire que l'huissier va se rapprocher d'une banque qui récupère l'ensemble des comptes. Ce qui va permettre à l'huissier de saisir tous vos avoirs sur tous les comptes qui sont ouverts pour le compte de la société. S'il n'y avait pas ces sommes-là, on va réfléchir à des modalités pour pouvoir se payer. Et donc les parts sociales, ça peut être effectivement une possibilité. Parts sociales, alors attention, la problématique c'est que tout dépend de qui est votre débiteur. Si le débiteur c'est une société, je vais pouvoir peut-être prendre une garantie sur les parts sociales de cette société, mais le débiteur, ce n'est pas le détenteur des titres. Mon débiteur, c'est la société. Donc en revanche, si la société, dans ses actifs, elle détient des titres, si vous ne me suivez pas, vous me dites, si dans son actif, elle détient des titres, vous êtes par exemple, c'est une holding, votre débiteur, c'est une holding, son actif, c'est de détenir des titres. Donc là, effectivement, on pourrait saisir des titres. Donc voilà. Après, les choses les plus simples restent quand même des actifs, une voiture, des biens corporels, des marchandises, de l'argent, des stocks, qui sont beaucoup plus faciles pour un huissier et après pour un commissaire-priseur à vendre. Vous avez un site qui s'appelle Enchères publiques, vous verrez sur Enchères publiques, vous avez des voitures, vous avez du matériel, vous avez des racks, vous avez des stocks, vous avez éventuellement des éléments incorporels, mais pas forcément des parts sociales. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est envisageable. Autre question? Éventuellement? Non, ça a l'air bon. Ok. Donc je déroule sur la procédure au fond, puisqu'on est le temps passe. 43 déjà. On dépassera si nécessaire. Donc la procédure au fond, c'est la procédure la plus classique. On l'appelle au fond, mais en fait c'est la procédure classique, qui est plus longue et qui est privilégiée,
qui va être privilégié lorsque les pièces du créancier ne permettent pas d'établir sans aucun risque de contestation sur le bien fondé de sa créance. J'ai toujours tendance à dire, lorsqu'on rencontre pour la première fois un client, ok, ce débiteur vous donne l'argent, mais pourquoi il ne vous a pas payé? Est-ce qu'il ne vous a pas payé parce qu'il ne peut pas? Est-ce qu'il ne vous a pas payé parce que lui aussi il a des choses à dire ou à vous reprocher? Spontanément, on pourrait se dire qu'à partir du moment où une personne doit de l'argent et qu'elle sait pertinemment qu'elle ne peut pas se soustraire à son paiement, cette procédure au fond n'a pas lieu. En revanche, si elle se soustrait au paiement, si elle ne paie pas, c'est parce qu'il y a peut-être des éléments. Et donc la procédure au fond, ben, elle va être à privilégier. Donc la saisine, je parle toujours de saisine, mais c'est le terme juridique, elle va se faire par assignation, elle aussi, de la juridiction compétente, donc toujours penser à ce fameux contrat, compétence du tribunal juridictionnel, et elle va ouvrir plusieurs mois de procédure, ce qu'on appelle des procédures de mise en état. Mise en état, en fait, c'est des procédures où physiquement les parties ne se rencontrent pas, c'est-à-dire les avocats ne se rencontrent pas, où on va échanger des pièces avec la juridiction. On va faire ce qu'on appelle d'abord une assignation. Cette assignation, elle va entraîner les conclusions adverses avec des réponses, des pièces complémentaires. Et donc l'avocat, nous qui avons défendu vos intérêts dans un premier temps sur une assignation, on va répondre par un autre jeu de conclusion, par des nouvelles pièces. Donc il va y avoir des échanges assez importants jusqu'à l'audience de plaidoirie. À quel moment on va déterminer qu'il y a audience de plaidoirie? C'est à partir du moment où en fait chacune des parties va considérer que tous les éléments ont été donnés de part et d'autre, qu'il n'y a pas d'éléments supplémentaires ou complémentaires à rajouter, pas de pièces supplémentaires complémentaires à rajouter, et que donc on peut plaider, on peut discuter sur ces bases-là, sur ces conclusions-là, et sur ces éléments-là. Et donc on va indiquer à la juridiction qu'on est prêt à plaider. Et là on va être convoqué à une audience devant le tribunal pour justement aller discuter, pour pouvoir opposer les uns et les autres nos arguments. Représentation d'avocat, elle est obligatoire, encore une fois, qu'à partir de 10 000 euros. Donc en deçà, vous pouvez avoir toujours l'intérêt d'y aller tout seul. Il faut se le sentir. Mais comme je voulais montrer, pas démontrer, montrer, ça peut être un peu compliqué. La décision rendue là, ce n'est plus une ordonnance, c'est un jugement qui peut être elle aussi assortie de l'exécution provisoire. C'est-à-dire que vous allez avoir l'obligation, votre débiteur va avoir l'obligation de payer spontanément. C'est-à-dire que cette décision va être exécutoire, même en cas d'appel. C'est-à-dire que pour pouvoir faire appel, il faudra que vous exécutiez, il faudra que le débiteur s'exécute et verse la somme. Cette procédure, elle est, comme je vous l'ai dit, un peu plus longue. Elle dure entre 12 et 18 mois. Voire peut-être même un peu plus, puisque entre les différentes grèves de retraite, des gilets jaunes, le Covid, etc., bien évidemment, les délais se sont un peu plus, comment dirais-je, agrandis. Ont été augmentés, même si on a eu une annonce de notre Premier ministre la semaine dernière sur la création de postes, de greffiers, de juges, etc. Bien évidemment, ça ne se met pas en place en 2 secondes. Donc, toutes nos juridictions sont bien évidemment surchargées, vous vous en doutez. Tout ce qui explique ce temps de 12 à 18 mois et qui est en train de s'allonger un petit peu. Sous certaines conditions, néanmoins, il est possible de saisir le président de la juridiction d'une requête préalable pour obtenir l'autorisation d'assigner à une date plus proche, une date, ce qu'on appelle une date fixe. Mais il faut pouvoir le justifier. Il faut pouvoir justifier d'une urgence, d'un péril. Un péril, c'est quoi? Un immeuble qui menace ruine, un créancier qui va partir. Il faut vraiment pouvoir justifier. Dans les délits de presse, des choses comme ça, là on peut justifier d'une urgence, d'un péril imminent. Et là, cette procédure est plus rapide. Elle va durer entre 1 et 6 mois. Comme je vous l'ai dit, toutes ces décisions de justice, elles sont susceptibles d'appel devant la cour d'appel, à laquelle il est possible de demander donc, la réformation, c'est-à-dire de revoir le jugement d'une décision de première instance. C'est-à-dire que c'est Roland Garros là, en ce moment, c'est-à-dire c'est balle neuve. On peut refaire des conclusions,
Vous avez la possibilité de changer de conseil, même si vous pouvez changer de conseil tout au long de la procédure. Mais là, vous pouvez rechanger de conseil, la partie adverse également. Et on repart donc sur une nouvelle discussion, sur des nouveaux éléments, voilà, pour refaire en totalité la procédure. Là, en revanche, en cours d'appel, cette procédure, elle est la présence de l'avocat, pardon, elle est obligatoire en procédure d'appel. Le délai pour faire appel, attention, il varie. Et il est assez court, il est entre 15 et 30 jours selon la nature de la décision contestée. Il faut faire attention, lorsque vous avez une décision à votre encontre, c'est marqué sur la décision, sur le jugement. Il est important de bien le lire parce que si vous avez raté le délai d'appel, c'est cuit. Vous ne pouvez pas faire appel. Cette procédure, elle est longue également et elle va rajouter entre 10 et 18 mois supplémentaires. Comme vous pouvez le voir, la fourchette est assez large, 10-18, ça fait 8 mois d'écart. Là, je vous parle des délais à Toulouse. Dans d'autres juridictions, dans d'autres cours d'appel, ce sont des procédures qui sont encore plus longues. J'ai une procédure, par exemple, on a une procédure au cabinet avec un bailleur. Je suis à mon 3e bailleur, puisqu'entre-temps, ils ont eu le temps de vendre le bien immobilier 3 fois, et le dossier est rentré en 2015, 2014. Et on est en cours d'appel. Vous voyez, on est plutôt sur du 2 ans, 2 ans et demi. À une époque, même le tribunal nous avait écrit pour nous dire que ça avait été repoussé et qu'ils étaient dans l'incapacité de nous dire à quel moment le dossier allait passer en audience non. Donc, vous voyez, c'est des éléments un peu longs. Qu'est-ce que l'on met dans cette assignation au-delà de la créance qu'on vous doit? À l'occasion de chaque procédure judiciaire, on va demander donc, le montant de cette créance en principal. Comme on est sur des procédures longues, les intérêts, bien évidemment. On va demander des intérêts. Éventuellement des dommages et intérêts, pour réticence abusive, c'est-à-dire de ne pas payer. Je m'excuse pour le contre-jour, je vais essayer de l'enlever. Ne quittez pas. Voilà, c'est mieux. Donc éventuellement des dommages et intérêts. Alors attention, les dommages et intérêts, approuver toujours. Ça, c'est toujours la partie un peu compliquée. Éventuellement une astreinte. Une astreinte, c'est quoi? C'est je vous somme de payer maintenant, et si vous ne payez pas, vous avez une astreinte, c'est-à-dire que tous les jours ou tous les mois, vous devez 10 euros. 10 euros par jour, 1000 euros par jour, peu importe. C'est une condamnation pécuniaire supplémentaire si après le jugement, donc le débiteur ne paie pas dans un délai donné. Cette astreinte, elle a pu être prévue contractuellement, mais ce n'est pas parce qu'elle est au contrat qu'elle est nécessairement applicable. Le juge peut fixer la même, peut en fixer une plus importante ou peut en fixer une moins importante. Cette fameuse exécution provisoire, parce qu'elle n'y est pas toujours dans les jugements, donc c'est l'obligation de payer tout de suite. Le remboursement des dépenses, les dépenses c'est quoi? C'est tous les frais. Oui Bruno, c'était une horreur. Le remboursement des dépenses, donc c'est les frais d'huissier, c'est les frais de greffe, etc. Tous ces éléments-là, c'est des éléments complémentaires. Lorsque vous avez une créance de 1000, 2000, 3000 euros, les frais d'huissier, de recouvrement, d'assignation, c'est 100 euros par-ci, 50 euros par-là, etc. Donc, ce qu'on appelle les dépenses, et si la personne est condamnée, ces dépenses peuvent être effectivement en totalité à sa charge. Et vous avez aussi ce qu'on appelle une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. C'est une indemnisation qui est laissée à l'appréciation du tribunal pour le créancier pour qu'il puisse être au moins partiellement remboursé de ses frais d'avocat. Alors, à chaque fois, nous, avocats, on met un montant assez important. Le juge nous suit rarement sur les montants, sachant que des frais d'avocat, ça peut être très rapidement important, et pour autant, le tribunal ne va pas forcément donner le même montant d'article 700. Sur une demande de 1500, 2000 euros, un article 700 peut très rapidement vous réduire cette somme à 700, 800 euros. À bientôt Robert, merci. Donc de ces frais, de rembourser ces frais. Voilà pour les éléments sur la procédure au fond. Est-ce que vous avez des questions sur certaines parties-là, puisqu'après je vais passer aux mesures conservatoires et à la conclusion sur ce premier volet,
pour aller très rapidement glisser sur les autres sujets. Pas de questions? Est-ce que j'ai perdu des gens? Non, pas trop. Les mesures conservatoires. Mesures conservatoires, pourquoi? Parce que tout au long de la procédure, ou une fois que la procédure est passée, vous pouvez avoir une société qui va encore moins, la société qui vous donne l'argent, ou qui va préparer son insolvabilité. Parce que vous avez toujours des gens ou des sociétés qui vont préparer le coup d'après, puisqu'ils vont avoir peut-être une lourde condamnation et qui vont commencer à siphonner la société, vendre des actifs, transférer des fonds de commerce. On voit beaucoup de choses. Donc l'idée de ces mesures conservatoires, c'est que plus la procédure va être longue, plus elle fait courir ce risque d'insolvabilité du débiteur. Aussi, parallèlement à l'engagement de la procédure, le créancier peut saisir par requête le président de la juridiction en justifiant de sa créance en expliquant qu'il va engager une procédure, en expliquant que les circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. Et donc, le président, face à ces arguments, peut rendre ce qu'on appelle une ordonnance, comme sur l'injonction, qui sera adressée à l'huissier pour mettre en place ces mesures conservatoires. Ça va être une saisie conservatoire de compte bancaire, une hypothèque ou un nantissement de fonds de commerce, etc., qui va permettre justement, qui va empêcher à ce que le débiteur se mette en insolvabilité et que vous vous retrouviez ce qu'on appelle avec un jugement ou une ordonnance magnifique et qu'on encadre et qu'on ne peut pas utiliser. Voilà pour les mesures conservatoires. Donc en conclusion, sur cette partie-là, une fois le jugement obtenu ou l'ordonnance obtenue, elle doit être exécutée. Vous devez, la signifier par l'huissier. Laisser courir ce délai d'appel, donc ce fameux 15 ou 30 jours selon la décision qui est rendue, sauf l'exécution provisoire. Et immédiatement, ça c'est le conseil que je vous donne, immédiatement ou après les délais de recours, à défaut de règlement spontané, vous devez confier cela à l'huissier pour qu'il puisse engager des exécutions forcées, des saisies, des gages, etc. En revanche, si le débiteur fait appel, son recours ne pourra, comme je vous l'ai dit, puisqu'il y a l'exécution provisoire, ne pourra prospérer que s'il s'exécute. Face aux premières, voilà pour les opportunités. Opportunités amiables et contentieuses. Vous avez des opportunités aussi face aux premières difficultés financières pour le débiteur. Puisque le débiteur, face à cette demande-là, lui aussi peut agir. C'est-à-dire qu'il peut soit régler, soit ne pas bouger avec le risque d'une mise en demeure puis du contentieux, ce qu'on vient de voir, soit de demander, de prendre ce qu'on appelle prendre des demandes dans un cadre amiable, soit à l'occasion d'une procédure judiciaire, que lui soit accordé des délais de paiement. Amiablement, la durée des délais de paiement dépend de l'accord des parties. D'accord ? Si vous voulez prévoir un apurement sur 3, 4, 5, 6 ans, faites ce que vous voulez. C'est la volonté des parties. Judiciairement, vous avez la possibilité de fixer des délais de paiement, mais en aucun cas, ces délais de paiement ne peuvent dépasser 24 mois. En vertu du Code civil, ces délais sont accordés au regard de la situation du débiteur. Ce n'est pas parce que vous demandez la possibilité d'avoir ces délais de paiement de 24 mois que pour autant vous les aurez. Donc ces délais ils vont s'analyser en un report ou en échelonnement de la durée. Ils peuvent être sur 24 mois sillonnés de façon identique ou alors par une version de courbe avec une accélération du paiement. Le tribunal pourra exiger des garanties et décider que les échéances portera intérêt à un taux réduit ou au moins au taux d'intérêt légal. Ou que les paiements s'imputeront sur le capital. La décision du juge, elle va suspendre les procédures d'exécution déjà engagées. Donc l'intérêt, comme je vous disais tout à l'heure, de proposer
la formalisation d'un accord transactionnel. Si un actif est disponible, si son actif disponible ne lui permet pas de faire face, donc le débiteur, au passif exigible, on se place sous la protection du tribunal et demander l'ouverture de redressement ou d'une liquidation judiciaire si la situation est irrémédiablement compromise. Sur ce volet-là, on a 5 minutes. Je vous propose de revenir un petit peu plus en détail. Je fais juste une petite pause. Est-ce que vous avez des questions sur ce volet plus global lorsque vous êtes avec la casquette créancier de la notion contentieuse ou pas? Je vois pas de petites mains qui s'élèvent. Prenons-nous le cas, on est dans le cas de vous êtes débiteur, vous avez des difficultés. On est dans une période compliquée, on va être dans une période de plus en plus compliquée, pour certains, pas pour tous, mais il faut que vous voyez ces difficultés comme des opportunités. C'est pour ça qu'on a mis ce type d'opportunité. C'est-à-dire opportunité dans le sens où vous êtes au pilotage et vous avez, dans le champ du possible, plusieurs possibilités. C'est un peu redondant, le champ du possible, possibilité, mais vous allez comprendre. Lorsque vous avez des difficultés, je dirais à l'administration, les administrations, des services fiscaux, des services sociaux, vous avez la possibilité d'obtenir un accord directement avec l'URSSAF, directement avec l'organisme fiscaux, etc. Vous avez aussi la possibilité de saisir, la saisine, ce qu'on appelle la commission départementale des chefs des services financiers, pour établir cet échéancier. J'étais la semaine dernière, il y a 15 jours, pour un client. On a pu obtenir, par rapport à des sommes assez importantes à devoir à l'administration fiscale et à l'administration sociale, on a pu avoir un échéancier de 36 mois, avec des garanties. La fois d'avant, j'ai eu, pareil, 36 mois sans garantie. Chaque dossier, bien évidemment, est différent. C'est pour ça que vous pouvez avoir un cas avec garantie ou sans garantie. Vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle la saisine du CODEFI, c'est le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises. Pareil, on va essayer de prévoir avec le CODEFI ou avec le CIRI au niveau régional, lorsque vous êtes sur des sociétés de moins de 400 salariés, ce qui est le cas de la plupart des sociétés de la CPME, de trouver des solutions permettant la pérennité, un redressement, d'assurer le redressement de votre structure, sans tomber dans ces procédures qu'on appelle le redressement et la liquidation judiciaire. Vous avez deux autres possibilités aussi, qui sont ce qu'on appelle le mandat ad hoc ou la conciliation. Ce sont des procédures qui permettent, vous, lorsque vous êtes débiteur, de voir que s'il n'y avait pas ces débiteurs, ou si ces débiteurs-là, vous donnez un accord pour, je dirais, payer à tempérament ces sommes à devoir, vous seriez dans la possibilité de passer ces difficultés. Ces biais-là, de mandat ad hoc et de conciliation, ce sont des procédures qui sont pré-contentieuses, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le contentieux, on n'est pas dans le redressement, on n'est pas dans la liquidation. Aucun de vos clients, aucun de vos fournisseurs n'est au courant de ces opérations-là. On se met sous la protection du tribunal de commerce. On a un administrateur judiciaire qui va vous permettre de discuter avec vos principaux débiteurs et éventuellement faire rentrer de l'argent frais qui va vous permettre justement de mettre sur 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, des modalités d'apurement avec certains créanciers. Et on obtiendra un accord. Donc gardez ça à l'esprit, c'est très très important. Je ferai peut-être un webinaire que là-dessus, sur le mandat ad hoc, la conciliation, ce qu'on appelle les procédures précontentieuses. Au même titre que la cessation de paiement, c'est-à-dire qu'avec votre actif disponible, vous n'êtes pas en mesure de payer, c'est-à-dire que c'est très simple, vous avez une facture qui arrive. Vous n'êtes pas en mesure de la payer. Si ce créancier vous met en demeure de payer, vous n'êtes toujours pas en mesure de le payer. Vous êtes techniquement dans ce qu'on appelle une cessation de paiement. Et donc vous avez l'obligation, en votre qualité de dirigeant de la structure, de déposer un dossier auprès du tribunal de commerce pour ouvrir un redressement judiciaire si vous êtes en mesure soit de vendre cette société, vendre des actifs pour poursuivre la pérennité de la structure, soit en bâtissant un plan de continuation, de préserver une partie de l'emploi ou la totalité de l'emploi, une partie des créanciers ou la totalité des créanciers, et surtout maintenir cette activité. C'est un outil de gestion. Et vous avez aussi ce qu'on appelle la sauvegarde.
tous ces éléments-là, ce sont des outils de gestion lorsque les premières difficultés de l'entreprise arrivent. Il est important que vous ayez ces notions-là. Ce sont des outils qui sont là pour sauver votre activité, ou en tout cas vous aider à limiter la casse lorsque c'est le cas. Donc ce sont bien évidemment, comme le recouvrement, comme l'injonction de payer, ce sont des outils de pilotage. Ce sont des outils que vous pouvez utiliser et que vous devez connaître et utiliser. N'hésitez pas à nous interroger là-dessus à la commission gaz. Mais plus vous prenez les difficultés en amont, plus vous avez une chance de passer cette difficulté-là. Plus vous arrivez tard dans la cessation de paiement, c'est-à-dire que ça fait un moment que vous êtes en cessation de paiement, vous n'êtes plus en mesure de payer vos créanciers, moins vos créanciers vous suivront, moins vos fournisseurs vous suivront, et plus vous aurez obéré votre trésorerie. Donc, ce sont des éléments qui sont très importants. Et donc, ce sont des outils qui vous permettent peut-être de passer ces difficultés-là. J'en ai terminé, c'était peut-être un peu rapide sur la fin, je vous prie de m'en excuser. Je vous propose de garder peut-être 5 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis à votre écoute. Donc, gardez à l'esprit tout ce que je vous ai dit. Ce sont des opportunités. Il faut le voir comme opportunité. Les avocats sont à votre disposition. Vous avez plus de 1700 avocats, je crois, tous. Ils ne font pas tous du contentieux, mais ils sont là pour ça, pour vous aider dans ces différentes procédures et surtout dans le choix de la procédure. Est-ce que j'ai intérêt à faire une injonction? Est-ce que j'ai intérêt à faire un référé? Une procédure au fond? Est-ce que je suis dans une difficulté telle que je dois ouvrir un redressement? Ou est-ce que je suis un peu en amont et j'ai d'autres biais, d'autres opportunités? Et au même titre que j'ai un créancier qui me doit de l'argent, est-ce que je ne rentre pas actionnaire dans cette société? Ou s'il est très en difficulté, est-ce que je ne rachète pas son fonds de commerce? Je ne rachète pas sa société? Enfin, voilà. Ce sont tout ça qu'il faut regarder. Alors, certains dirigeants, je lis, certains dirigeants semblent s'enfermer dans le délit, tombent dans ce cercle infernal qui mène à la cessation de paiement. Sujet qui mérite effectivement à lui seul un webinaire. À mon humble avis. Je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est... vous êtes chez l'entreprise, vous êtes... pour moi, c'est un outil de gestion, la procédure collective. Procédure collective, avant la cessation de paiement ou après la cessation de paiement, ça reste, vous pouvez garder encore les clés du camion et décider des modalités. Lorsque vous êtes en procédure de redressement ou de redressement judiciaire, vous avez des rendez-vous avec ce qu'on appelle le juge commissaire. Il y en avait un qui, pour la boutade, mais c'était assez vrai quand même, disait, mais devant le tribunal, on va vous prêter à taux zéro. Et c'est vrai que la procédure collective permet, si la société peut être redressée, parce que c'est ça l'intérêt du redressement. Le redressement, il n'est pas là pour venir sanctionner un dirigeant et mettre la société à la casse. Non, il est là justement, c'est une procédure pour essayer d'envisager d'autres possibilités. Soit d'étaler le paiement de ses créances et avec l'activité qui repart, de pouvoir les payer mais à tempérament. Soit d'avoir puisque pendant cette procédure de redressement, tous vos créanciers sont gelés, c'est-à-dire que tous les créanciers antérieurs, vous n'avez pas à les payer, et vous ne payez que les créanciers postérieurs. Ça vous donne donc un cash de trésor, une bulle de trésorerie, et qui va vous permettre peut-être de vous séparer d'une branche d'activité, de vendre certains actifs, etc., qui va vous permettre de passer cette difficulté-là. Parce que la problématique du dirigeant, comme moi je le suis, on est toujours la tête dans le guidon, on est toujours à fond. Le Tour de France n'est pas très loin encore. Et donc, vous n'allez pas peut-être pouvoir vous séparer d'un fonds de commerce qui n'est pas rentable, d'un actif qui n'est pas rentable. Et cette procédure collective est un instant, même si on n'est pas en procédure collective, en mandat ou en conciliation, est un instant pour vous permettre de piloter, de voir ce qui marche pas. Voilà. Alors, il y a aussi la possibilité de se faire accompagner par un conseiller en gestion et pilotage d'entreprise, absolument, évidemment, bien sûr. Il est important aussi d'avoir, je compléterai Franck ce que tu dis, d'avoir aussi dans nos entreprises, aujourd'hui où c'est un peu compliqué d'avoir
une visibilité à moyen terme, d'avoir des tableaux de bord. Il faut savoir que lorsqu'on est en procédure collective, on fait des tableaux de bord mensuels. Alors, peut-être tous ceux qui sont présents là à ce webinaire ont des tableaux de bord, connaissent leurs résultats d'exploitation mensuels, mais certains ne le savent pas. C'est important aussi d'avoir avec soi ou en interne ou avec votre expert comptable effectivement ces fameux tableaux de bord qui vous permettent de piloter mois par mois, mais en projection aussi, connaître sa CAF, connaître son DFR, etc. Et pas de l'avoir une fois par an au moment de l'approbation des comptes. Donc voilà, donc tout ça c'est important justement pour éviter éventuellement l'obstacle, ou en tout cas lorsqu'on se prend l'obstacle, que ça passe moins mal. Coralie, dans le cas d'une injonction de payer envers une entreprise individuelle, est-ce que le chef d'entreprise peut être amené à régler personnellement ses dettes? Oui. L'entreprise individuelle, alors pour ceux qui sont entrepreneurs individuels, c'est la difficulté de l'entreprise individuelle, c'est que vous êtes indéfiniment responsable du passif de votre activité. C'est pour ça que existent des sociétés unipersonnelles, des sociétés où vous êtes le seul associé, soit sous forme de SARL, ce qu'on appelle l'EURL, entreprise individuelle à responsabilité limitée. C'est quoi? C'est une SARL à associé unique, personne physique. C'est-à-dire que la personne physique, elle détient 100% de cette SARL. Et elle peut soit opter pour l'impôt sur les sociétés, soit, si elle n'a pas opté, c'est-à-dire qu'elle a un EURL, elle a l'impôt sur le revenu. Et donc l'intérêt de la SARL, c'est lorsque vous avez mis un capital de 1 000 €, ben vous êtes engagé à hauteur de ce capital social. Alors attention, si vous avez des cautions à titre perso, si vous avez des engagements, ou si vous avez commis des fautes de gestion, si vous avez confondu votre chéquier perso et le chéquier de la société, on ouvrira on fera ce qu'on appelle des confusions de patrimoine, c'est-à-dire qu'on ouvrira le patrimoine de la société avec votre patrimoine personnel. Et ça ne fera plus qu'un. Mais sinon, effectivement, l'intérêt du passage en société vous permet de contrecarrer toute action sur votre patrimoine personnel. Entrepreneur individuel, je vous rappelle quand même, n'est pas saisissable votre résidence principale. Voilà. Tout le reste est saisissable. Donc c'est le défaut de l'entreprise individuelle, au-delà de sa fiscalité et de sa couverture maladie. L'entreprise individuelle, elle peut être votre activité, soit le passage en société, soit vous la fermez, vous ouvrez une société. D'autres questions? QR, tac, tac, tac. Est-ce que j'ai d'autres questions? N'hésitez pas. Coralie, d'autres questions ou pas? Ou Franck? Est-ce que c'est bon pour vous? De nouveaux messages. C'est clair, merci Franck. Nathalie Averrousse, une question? Non? Je vois les gens que je connais. Stéphane Gambier, une question? Non? Léa Fernandez. À qui s'adresse-t-on en cas de cessation de paiement? CAC, syndicat, avocat. Alors, le CAC, déjà, il peut s'en apercevoir, donc il peut envoyer ce qu'on appelle des lettres d'alerte au tribunal. En cas de cessation de paiement, il faut plutôt s'adresser à l'avocat, ou en tout cas à son expert comptable. Donc, en tout cas, c'est à partir du moment où je suis en cessation de paiement, il faut prendre une décision. Parce que la difficulté, c'est que vous pouvez rester, vous n'êtes pas à l'abri en fait qu'un créancier constate que vous êtes en cessation de paiement et donc engage une procédure en votre encontre. Et surtout, le tribunal considérera que c'est une faute de gestion de votre part de ne pas avoir ouvert cette procédure, puisque vous étiez en cessation de paiement et vous aviez l'obligation, pour que le marché soit le plus simple possible, de vous déclarer en cessation de paiement. Une cessation de paiement, c'est quoi? C'est vous déposer un dossier, ce qu'on appelle une déclaration de cessation de paiement, auprès du tribunal de commerce, avec
votre comptabilité, les éléments pour renseigner votre société, votre entreprise individuelle, et ensuite le montant du passif. Et là, ensuite, il y aura une procédure, un premier rendez-vous où vous allez être convoqué devant le tribunal pour décider si votre situation peut être, si l'activité peut être sauvée. Et donc, on ouvrira un redressement judiciaire. Et si le tribunal ou vous avez demandé une liquidation judiciaire, ou si le tribunal considère que vous êtes dans une situation irrémédiable, prononcera automatiquement la liquidation judiciaire et nommera les organes de juridiction, les organes de la procédure, à savoir un mandataire liquidateur et un juge commissaire. Voilà pour la cessation de paiement. Avec plaisir, Fabien, à bientôt. D'autres questions pour ceux qui restent? Bruno, Christophe, Coralie. Est-ce que c'est bon pour vous? Bon, j'espère que je ne suis pas allé trop vite. Je suis à votre disposition. La CPME est à votre disposition. La commission gaz, avec Martine Labadie, dans laquelle je suis, est à votre disposition. Donc voilà, n'hésitez pas. Surtout, le maître mot, c'est maîtriser le temps, célérité. Donc, soyez stratège là-dessus. Que vous soyez créancier ou débiteur, ne laissez pas faire les choses en fait. Voilà. C'est bon pour vous, c'est bon pour moi aussi de faire pareil avec certains créanciers parfois, enfin certains débiteurs exactement. Voilà, c'est le principe. Gardez ça à l'esprit et n'oubliez pas que la CPME, on est là pour vous aider. Je suis au conseil d'administration. On évoque tous ces sujets-là, toutes ces difficultés-là qui pointent dans les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas, à votre disposition. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose d'en rester là et d'arrêter l'enregistrement. À très bientôt. Merci à tous.